Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce troisième jour du Place Marketing Forum en ligne, troisième journée dédiée à la thématique Grand Projet. Alors pour des petites contraintes d'agenda, ce premier webinaire Opinion a été préenregistré. Donc vous n'aurez pas l'occasion de pouvoir soumettre vos questions aux intervenants. Néanmoins, on vous laisse la possibilité d'interagir entre vous via l'onglet chat. Alors, aujourd'hui, pour ce webinaire Opinion, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, qui sera interviewé par Jean-François Hérault, CEO et fondateur du média Gomet. Jean-François, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Sarah. Bonjour Christophe Ferrari. Bienvenue dans le Place Marketing Forum. Vous êtes donc le président de la métropole de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole. Vous êtes aussi le maire d'une commune de cette métropole, Pont-de-Claix. Vous venez d'ailleurs d'être réélu brillamment, bravo. Donc vous êtes là pour nous parler de la stratégie de cette métropole, comment elle se positionne dans le contexte concurrentiel global, et puis comment elle évolue aujourd'hui dans le monde d'après, quelles sont les évolutions dans votre stratégie qu'on peut déceler. Donc avant peut-être d'en venir au cœur du sujet, je vous demanderai de présenter un peu les quelques chiffres clés de cette métropole. Vous en êtes président, je crois, depuis sa création, depuis 2014. Donc aujourd'hui, c'est quoi Grenoble-Alpes Métropole? La métropole grenobloise, c'est 49 communes, 450 000 habitants. C'est la plus petite, fait 80 habitants. Et la plus grande, c'est Grenoble, je dirais ville-centre, 165 000 habitants. C'est une métropole à la fois compacte, urbaine, avec des territoires très urbains, première couronne, deuxième couronne, et puis ensuite une métropole qui est très vite rurale, très vite montagnarde, et sans doute d'ailleurs une des métropoles les plus montagnardes de France. Et on connaît, je dirais, la nature de ces paysages, cette espèce d'écrin entouré de montagnes, donc qui lui donne une véritable compacité. Et finalement, une petite métropole, puisqu'on est la 11e agglomération française, on est la 2e régionale, mais on a de très gros atouts, évidemment son université, sa recherche. On a aujourd'hui une université intégrée, ce qui est quand même une avancée assez forte dans le territoire, et une histoire territoriale qui a toujours fondé, je dirais, ses réussites sur cette hybridation si particulière entre à la fois le monde universitaire, le monde industriel, mais aussi, je dirais, les pouvoirs politiques locaux dans une espèce d'interaction de courte distance toujours qui permet très facilement d'être dans de la dynamique de projet. Après, c'est une métropole montagnarde, donc forcément contrainte, et l'histoire a fait qu'on a dû résister à nos éléments, nos torrents, nos grandes rivières qui sont capricieuses. Il a fallu les dompter pour qu'on puisse tout simplement avoir de quoi se développer et de quoi accueillir les grands instruments scientifiques et, je dirais, des zones d'aménagement qui sont aujourd'hui reconnues en France, en Europe et dans le monde, comme la presqu'île et bien d'autres, qui tout simplement offrent justement ces lieux, ces écosystèmes d'innovation. Donc, innovation, à la fois un lien avec la montagne qui est très fort, une qualité de vie qui est assez puissante, qui est jalousée par les métropolitains grenoblois. On aime vivre ici, et aussi une capacité à accueillir très largement des personnes qui viennent de loin. On est une terre d'intégration, une terre d'accueil, et qui a pu tout simplement là y voir aussi venir à la fois des acteurs sportifs, culturels, économiques, scientifiques, et aussi une vraie appétence citoyenne à s'engager dans la construction collective. Donc on dit souvent qu'on est un territoire un peu rebelle, et on aime ce qualificatif-là, parce que finalement on n'aime pas tant que ça on aime beaucoup sortir des sentiers battus et trouver aussi des solutions, je dirais, par ce que nous sommes dans ce territoire pour pouvoir vivre mieux demain. Très bien. Alors,
Comment ça se synthétise tout ça? Comment en termes de stratégie territoriale, de marketing territorial, on synthétise tous ces fondamentaux que vous rappelez, qui viennent de loin effectivement, qui vous enracinent? Comment vous arrivez à faire cette synthèse pour la communiquer au plus grand nombre et notamment à l'extérieur? En fait, pendant très nombreuses années, on a vécu sans marque territoriale, sans stratégie de marketing territorial, parce que finalement, on disait de nous, ah mais Grenoble, c'est un écosystème mais tellement productif, tellement riche, dense, que finalement, on se laissait porter par ça. Mais on a décidé, au contraire, collectivement, les acteurs publics, la métropole en premier lieu, mais également les acteurs économiques, universitaires, sportifs, culturels, de se donner une ligne collective et de la porter ensemble. Et d'ailleurs, ce n'est pas le président de la métropole qui la porte, et c'est ce que j'ai choisi, c'est un acteur économique qui porte pour le compte de tous. C'est une vraie cordée qui se tient et qui est cohérente et qui est forte. Ce qui nous qualifie, c'est l'esprit pionnier du territoire. C'est-à-dire que pour affronter les changements, quels qu'ils soient dans notre histoire, il a fallu forcément avoir une forme d'esprit pionnier et de trouver les solutions, d'anticiper les solutions, d'imaginer les solutions. Ça nous montrera que pour les questions climatiques, l'impact de la crise Covid, c'est des choses que finalement étaient déjà intégrées dans notre façon d'aborder la résilience territoriale. Nous sommes un territoire de résilience, un territoire qui s'est bâti tout simplement sur cette capacité à se transformer et à donner du sens. Donc c'est l'esprit pionnier, les innovations scientifiques, les innovations sociales. C'est là, pour vous donner quelques exemples, l'hydroélectricité a été créée, mais en même temps le planning familial, le premier centre de culture scientifique, c'est là où on a élu les premiers délégués de classe dans notre pays. Donc autant de choses qui montrent à la fois les éléments démocratiques comme les éléments universitaires, scientifiques. Bref, on a voulu capitaliser ça. Ça s'appelle Get Ahead et c'est là-dessus que l'on porte tout simplement notre vision territoriale commune. Esprit donc pionnier, esprit rebelle et tout ça orienté vers la transition écologique. C'est l'axe fort de votre métropole. Vous pouvez nous étayer un peu, donner des exemples de cette politique de transition écologique? La réalité, c'est que le changement climatique va 2 fois plus vite dans les Alpes qu'en moyenne mondiale, même nationale française. Donc, on a, nous, un devoir 2 fois plus fort si l'on veut protéger nos paysages, si l'on veut garder ce que nous avons en termes de patrimoine dans nos montagnes, c'est-à-dire là, ce que nous voyons de nos yeux tous les matins en sortant de chez soi, il nous faut des politiques de transition qui sont ambitieuses, à la fois énergétiques et écologiques. Nous avons le 2e réseau de chaleur de France. Donc aujourd'hui, nous avons fait en sorte que nos documents de planification intègrent le fait que la chaleur produite tout simplement par des énergies renouvelables irrigue le réseau. Donc c'est produire local, c'est consommer local, c'est cette économie circulaire aussi que l'on développe localement, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est nous qui avons initié ce que l'on a appelé les campagnes Murmure, rénovation des copropriétés, et nous sommes désormais au 2e Murmure. Bref, de se donner les outils qui permettent à la fois de mieux isoler l'ensemble des logements, mais qui permet aussi de faire gagner du pouvoir d'achat pour les habitants. La transition écologique et énergétique, c'est évidemment de partout. C'est une centrale au bois locale qui est une des plus puissantes de France aujourd'hui, construite sur la presqu'île scientifique. Bref, vous voyez, c'est, je dirais, à tous les niveaux. C'est des zones économiques qui sont désormais, là aussi, avec des niveaux d'exigence en matière de qualité environnementale extrêmement élevés et qui attirent aussi des entreprises importantes qui viennent sur notre territoire. Je pense à Artelia qui continue à s'installer sur notre territoire. Je pense Schneider, grand groupe mondial connu pour les questions de transition. Bref, la transition est partout dans notre territoire. C'est la pratique des mobilités, les mobilités douces, bien sûr, les autoroutes à vélo que l'on a développées. C'est un réseau de transport en commun extrêmement développé. Sur ce vélo, justement, est-ce que vous avez poussé des aménagements provisoires là, lors du déconfinement, puisque ça a été un débat? Est-ce que vous pouvez donner un chiffre? Nous sommes aujourd'hui à 18 km de tempo vélo. C'est ce qu'on appelle les tempos vélo, donc les temporaires.
On a mis en place un observatoire qui permet de vérifier la pertinence de leur implantation et on fera le bilan à l'automne, tout simplement pour se dire si si elles perdurent ou si au contraire on les enlève. Mais en fait, on avait déjà près de 40 km d'autoroute à vélo qu'on a déployé pendant le mandat et près de 430 km de réseau de pistes et d'aménagements cyclables dans le territoire. Donc en fait, les tempos vélo, c'est un prolongement de ce que l'on avait déjà fait d'une certaine façon. Nous aimons l'expérimentation, c'est notre côté aussi finalement scientifique de cette métropole. On aime tester des choses parce qu'on est convaincu qu'il va y avoir des changements de comportement qui vont être assez majeurs, que d'ailleurs nous, politiques, ou peut-être qu'on ne détecte pas encore, mais qu'il nous faut en tout cas, je dirais, permettre d'éclore et évidemment ensuite de les faire perdurer. Et sur cette politique de transport, au-delà du vélo, est-ce que vous avez une politique sur les transports publics, sur les mobilités douces ou actives, comme on dit, la place de la voiture, comment vous gérez tout ça? La mobilité, c'est un élément essentiel en termes de solidarité territoriale. On voit bien que ça a été un des grands débats dans le cadre des Gilets jaunes. Comment on fait pour avoir un territoire? Nous sommes une métropole à la fois montagnarde, rurale. Comment on fait pour pouvoir se déplacer du plus petit village jusqu'au cœur urbain? Donc ça, c'est une véritable préoccupation pour nous. Et ben ça passe par différents modes. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout fermé. La voiture, pour certains, est nécessaire. Et il faut permettre que les circuits soient les plus fluides possibles. Mais évidemment, on pousse au report modal vers des modes évidemment doux, vers les transports en commun, vers des modes de transport originaux. On a confié à Poma, entreprise locale, désormais la construction et la réalisation d'un câble urbain qui traversera l'agglomération de part en part, en diagonale, ce qui sera une des lignes de transport d'ailleurs, avec un ticket de transport en commun. On pourra tout simplement utiliser cela. Bref, nous utilisons tous les moyens, mais nous sommes clairement axés vers la transition des mobilités, vers évidemment plus de transports en commun, vers plus de vélos sécurisés dans des espaces dédiés pour éviter au maximum ces conflits d'usage qui sont parfois compliqués, mais aussi tout simplement pour celles et ceux qui ont envie d'utiliser leur véhicule, eh bien leur permettre d'avoir les parkings relais qui soient adaptés, où ils pourront faire, je dirais, le changement de mode. C'est aussi le covoiturage. On a développé sur un projet d'aménagement d'autoroute, et oui, nous avons un projet d'aménagement d'autoroute dans notre agglomération, une voie de covoiturage. Nous avons été choisis par le ministère de la Transition écologique et énergétique pour permettre de développer cette question du covoiturage. Alors le Covid rend un peu compliqué forcément, mais nous ne lâcherons rien là-dessus. Donc vous voyez que nous sommes, je dirais, tout type de mobilité. L'important, c'est d'aller au point A, au point B, évidemment de façon le plus décarbonée possible et le plus fluide possible. Cette expérimentation sur autoroute, c'est sur quel axe et c'est prévu pour quand? C'est l'axe A48, il devait démarrer en juillet. L'A48, c'est l'entrée nord-ouest de la métropole. C'est celle qui vient de Lyon. D'accord. Depuis la barrière de péage de Vorep jusqu'à peu près à la bifurcation A48 à 480 vers la presqu'île scientifique. Et on est convaincu que ça marchera. Et c'est à partir de cette barrière de péage qui aurait la voie réservée aux covoitureurs. Exactement. Et la date de lancement, vous l'avez? On espère le plus tôt possible à l'automne. Tout dépendra encore une fois de la crise aussi Covid et parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que imaginer des déplacements à plusieurs dans une voiture, compte tenu des gestes barrières, c'est un peu compliqué, mais on sait que ça sera très utile. Mais peut-être à l'automne, en fonction, ou tout simplement de l'année prochaine. Il y a d'autres expérimentations de ce type en France, ou c'est la première? Il y en a eu d'autres. On n'est pas les premiers sur ce sujet. On n'est pas les premiers. Parfois, on l'est pas. Mais des fois, ça arrive qu'on le soit. Mais on s'inspire aussi des autres. Très bien. Un mot enfin sur ces zones, sur la question des transports. Vous n'avez pas parlé des zones à faible émission, peut-être? Je crois que là, vous poussez aussi cette solution dans le centre, notamment. Alors, zone à faible émission, tout a démarré d'abord d'un noyau très étroit sur Grenoble, une partie de la ville de Grenoble,
par l'équipe d'Éric Piolle qui vous le souhaitait lancer cela avec justesse et avec pertinence. Et finalement, le débat avec l'ensemble des maires et des acteurs économiques a montré que finalement, la pertinence ne devait pas rester sur un territoire étroit, mais devait très vite s'élargir. Donc très vite, 10 communes ont répondu favorablement, première et deuxième couronne, parce que ça représente près de 75% des émissions de poids lourds et véhicules utilitaires légers. Donc c'était la bonne échelle. On est parti sur cette zone à faible émission à 10 communes, puis ensuite à 27, puisqu'il y a 27 communes en tout qui ont décidé de dire nous on y va. Donc aujourd'hui on est une des plus grosses zones à faible émission de France, quasiment 27 communes, ce qui est énorme sur 49. On peut rappeler que ça implique une zone à faible émission? Ça implique que de façon progressive, nous allons interdire la circulation de véhicules qui seraient les plus polluants. C'est très simple, les poids lourds et véhicules utilitaires légers, donc ceux qui ont un certificat 5, 4, etc., jusqu'à avoir à l'horizon 2026 des certificats qui soient effectivement dans les meilleurs, 0 et 1 typiquement. Mais nous aidons aussi les entreprises à acheter, à s'équiper de véhicules non polluants. Donc nous avons un dispositif d'aide à la fois métropolitain, fortement complété par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient notre stratégie, et avec des dispositifs aussi d'État, de défiscalisation qui nous seront utiles là-dessus. Mais ça veut dire que les poids lourds, par exemple, ne pourraient plus emprunter la rocade qui ceinture Grenoble, par exemple? Alors, la rocade n'est pas dans le périmètre. D'accord. L'État ayant dit nous verrons, nous aurions aimé, mais je pense que ça va venir très vite, cette question-là. Mais en tout cas, toutes les communes qui jouxtent pour beaucoup la rocade et la 480 sont dans le périmètre de la zone de faible émission. Toute sensibilité politique confondue. Donc là, on voit bien qu'il y a des transitions qui s'accélèrent dans le territoire métropolitain et qui deviennent évidentes, je dirais, quelles que soient les familles politiques, en fait. Oui, on va venir à l'éventuelle accélération après cette crise sanitaire, et toujours sur vos fondamentaux de politique de transition écologique, énergétique. La question des déchets, de l'économie circulaire, etc. Comment vous jouez là-dessus? Quels sont les indicateurs là aussi de votre métropole? On a développé un plan de réduction des déchets massif, majeur, qui va nous amener, on a facilité les gestes de tri. Autant nous étions plutôt bons à une époque, autant on s'est largement endormi sur nos lauriers pendant un certain nombre d'années, et on était de très loin assez peu vertueux en fait en matière de qualité de tri, en matière de tri et en matière d'indicateurs. Donc on a aujourd'hui une volonté de réduire la poubelle grise, les ordures ménagères de façon très forte et tout simplement de recycler jusqu'à 2/3 de nos déchets. C'est ça l'enjeu, de diminuer de moitié, plus de moitié la poubelle grise et de recycler plus de 2/3 de nos déchets. Ça, c'est des chiffres qui sont… Pardon ? Comment ? Aujourd'hui, vous recyclez combien des déchets ? On est, je crois, sans de bêtises, mais peut-être à peine 1/3 de nos déchets. Donc, on a vraiment très largement de quoi avancer. Donc, on s'est doté d'un plan ambitieux, financier. Nous allons revoir tous nos outils de traitement, incinérateurs, centres de tri, centres de compostage, génération de biogaz. On ne le fait pas tout seul, on le fait à 7 territoires. C'est la stratégie interterritoriale sur les déchets qui est assez puissante, depuis Valence jusqu'à Chambéry, en passant quasiment par les 2/3 du département de l'Isère. Donc, nous avons bâti nos outils ensemble avec une vraie stratégie de réduction de nos déchets demain à la source, que ce soit d'ailleurs des territoires urbains ou des territoires de montagne, ce qui vous montre que les métropoles peuvent très largement coopérer avec les territoires ruraux, périurbains, et fabriquer de la vraie dynamique de projet sans pour autant d'être un objet qui apparaît agressif, au contraire, voire même absorbant, mais qui est plutôt quelque chose qui permet la coopération. Parce que nous avons une masse critique qui permet, encore une fois, d'engager des vraies dynamiques et des vraies stratégies. Nous travaillons sur l'économie circulaire, recyclage des déchets, construction de filières. Nous étions
Hier, j'étais avec le vice-président Georges Jaoudi, encore une fois, pour voir l'efficacité aujourd'hui d'expérimentation que nous menons sur le tri des textiles. C'est assez majeur, avec un vrai engouement, mais comme nous l'avions eu sur le tri des déchets alimentaires. Nous avons testé le tri, le petit sac, le bio-sac, le bio-seau pour récupérer ces déchets. On l'a testé à la fois en habitat individuel comme en habitat vertical, et ça a marché incroyablement. Ça montre que finalement, là où on pensait avoir des réticences, on a plutôt au contraire de la vraie envie des citoyens. Donc ça nous montre qu'en testant, en expérimentant, on peut en tout cas s'assurer de la pertinence de nos politiques et ensuite de les déployer à grande échelle et de massifier. C'est notre stratégie de façon assez générale sur nos politiques publiques. Concrètement, pour ceux qui ne sont pas des habitants de la métropole, ce sac, comment ça fonctionne pour les déchets alimentaires? En fait, vous avez un petit seau que vous gardez dans votre cuisine. Alors aujourd'hui, les cuisines des logements ne sont pas très bien adaptées à avoir plusieurs poubelles. C'est d'ailleurs un des grands sujets qu'il faut adresser aux architectes et quand ils constituent et qui font des logements et des cuisines qui ne sont pas très grandes. Eh bien, vous avez votre bio-seau, un sac qui est biodégradable, dans lequel vous mettez tous vos déchets alimentaires. Alors, il y avait toujours des craintes, oui, ça va sentir mauvais, ça va amener des insectes, des mouches, des ceci. Puis finalement, le résultat montre que ça marche plutôt bien. Et les habitants, aujourd'hui, que l'on soit en vertical ou en pavillonnaire, les habitants sont très engagés dans cette question-là aujourd'hui. Ouais. Mais ce sac, après, ils le mettent où, en fait, concrètement? Ils le mettent dans un bac marron qui est collecté. Et il y a un circuit de collecte adapté pour ça. D'accord. Bravo. Très intéressant. Okay. On n'est pas les premiers là non plus, mais en tout cas, on va essayer de massifier, d'être les premiers de façon massifiée, oui. D'accord. Alors, on sent bien que toute cette politique est très cohérente, où on sent qu'il y a une adhésion aussi, je pense, des acteurs, des communes, des habitants. Comment vous portez cette stratégie à l'extérieur, en fait? Comment aujourd'hui la métropole de Grenoble se fait remarquer? Quelle est la stratégie, notamment de visibilité nationale, mais aussi internationale? Et on viendra aux effets Covid après. Je pense que ça peut être intéressant de confronter après. Donc, quelle est la communication externe, en fait? En fait, ce que l'on veut porter, c'est une vision de ce que communément on appelle la Smart City, l'espèce de ville intelligente, de ville reliée, dont beaucoup l'ont fondée uniquement sur l'approche technologique, mais qui, pour nous, n'est pas que cela. En fait, ce que l'on souhaite développer, c'est ce que l'on veut porter comme message à l'international, dans ce que peut représenter cette métropole, c'est finalement comment on arrive à circulariser un certain nombre à la fois de biens précieux pour les habitants, l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, l'alimentation, etc. Comment tout ceci arrive à être très peu générateur de CO2 et c'est finalement cela pour nous la Smart City. C'est les mobilités décarbonées, c'est la gestion des déchets décarbonés, c'est cette ville qui finalement contribue de façon extrêmement active, cette métropole qui contribue de façon active bien à la résilience générale et qui apporte très clairement sa pierre à l'édifice de la décarbonation générale que nous devons tous enclencher. Donc ça, on l'a fait dans nos coopérations. Nous avons développé des liens très forts avec certaines villes à Taïwan, notamment la ville de Taoyuan où nous sommes très en lien. Et moi, j'ai pu y aller régulièrement avec des équipes, avec des startups locales, avec des entreprises locales, pour là aussi développer une forme je dirais, de construction de la ville, d'imagination des services de la ville pour ses citoyens, que certains appellent Smart City, mais que nous appelons cette ville agile, cette ville finalement décarbonée, cette ville reliée, dans laquelle le citoyen il a pleinement toute sa place dans les changements. Et c'est pas que la technologie qui amène les changements, elle peut être utile, évidemment, et elle est utile parfois, mais elle ne peut se faire que si les citoyens sont très engagés dans cette transition-là. C'est ce que nous bâtissons ici à Grenoble, en tout cas, et c'est ce que nous souhaitons faire. C'est l'exemple de candidature capitale verte qui a été porté par la ville de Grenoble, mais avec notre soutien très fort, puisque je crois quasiment 10 items sur 12 sont des items métropolitains.
Quand on parle d'eau, aujourd'hui, elle est générée à l'échelle métropolitaine. Quand on parle de déchets, c'est à l'échelle métropolitaine. Quand on parle de pollution de l'air, c'est à l'échelle métropolitaine. Quand on parle de mobilité, c'est à l'échelle métropolitaine. Bref, l'essentiel des grandes politiques stratégiques sont aujourd'hui portées à l'échelle métropolitaine. Et nous, évidemment, nous défendons avec force ce dossier de capitale verte européenne parce que nous considérons que c'est aussi, nous pouvons être inspirants pour d'autres, mais comme nous avons été inspirés par d'autres territoires. Il faut toujours, l'inspiration n'est jamais unidirectionnelle, elle est toujours bidirectionnelle. Cette capitale verte européenne, ça consiste en quoi? Quel est le processus? C'est un processus donc à l'échelle européenne, différentes villes. Aujourd'hui, ce sont des villes, mais sans doute demain, ce seront des métropoles d'ailleurs, parce qu'on voit bien que c'est les métropoles qui portent pour l'essentiel ces compétences-là, mais c'était porté par les villes et qui doivent remplir un dossier assez compact avec des standards que l'on connaît à l'Union européenne assez précis, tout simplement pour à la fois porter des stratégies politiques en matière de développement durable, en matière de résilience territoriale, en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de participation citoyenne, avec des vrais indicateurs et des vraies stratégies quantitatives. Donc, c'est cela, en fait. Et c'est donc un label qui est attribué pour une année particulière ou Exactement. C'est un label qui est attribué, là, aujourd'hui, nous sommes, je crois, 4 villes qui restent en lice, me semble-t-il. Voilà, donc nous allons effectivement nous battre collectivement pour pouvoir, je dirais, atteindre ce titre et ce label qui sera pour nous une reconnaissance générale, parce qu'encore une fois, et même ce n'est pas que la métropole, c'est un sujet qui dépasse le territoire de la métropole, c'est ses territoires voisins aussi, c'est ses relations assez massives. Bref, c'est un ensemble géographique et institutionnel qui porte des stratégies en commun, en fait. Vous évoquiez des sources d'inspiration pour votre métropole. Vous avez parlé de Taïwan. Est-ce qu'il y a d'autres zones, d'autres métropoles dans le monde ou en France qui vous inspirent dans votre politique, qui sont le vrai benchmark? Il y en a plusieurs. On a des liens étroits avec des villes du Japon, notamment Tsukuba au Japon, qui aussi a cette dynamique universitaire et scientifique assez forte. On a, dans le cadre d'un forum international qui se réunit tous les ans, le High Level Forum, une fois à Grenoble et une fois dans une autre ville. Vous avez Montréal, sur lequel il y a des enjeux qui sont assez intéressants en matière de résilience et d'évolution de la ville. Bref, je dirais que, en fait, ce qui est pour nous intéressant, c'est pas tant des modèles de ville, c'est surtout des dynamiques de projet. Et encore une fois, s'inspirer, c'est aussi pour ensuite nous les traduire à la mode grenobloise, à la sauce grenobloise, parce qu'encore une fois, rien n'est jamais comparable, rien n'est jamais transposable, mais tout est dans cette inspiration, cette capacité à tout simplement à se dire « Ah oui, on fait comme ça, et peut-être que nous pourrions faire ainsi ». Donc voilà, c'est bien sûr des villes européennes aussi, qui ont des villes du Nord, qui ont aussi de l'avance sur des sujets et sur lesquels nous travaillons avec. Donc, il n'y a pas forcément de lien particulier qu'on développe, mais c'est évidemment, plusieurs stratégies avec différentes villes ou métropoles européennes et mondiales. Sur les retombées de votre stratégie, en fait, pour bien qu'on comprenne, donc on comprend bien le positionnement, les valeurs, etc. La stratégie de conquête, pour vous, c'est quoi? C'est attirer des habitants, attirer des entreprises. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui presque tirer un bilan déjà de cette première phase de métropole grenobloise? Ce que l'on voulait d'abord, c'est en fait, vous savez, il y a un paradoxe pendant ces 6 dernières années. Vous avez des très grandes réussites territoriales aujourd'hui à Grenoble, économiques, culturelles, citoyennes, économiques. Vous avez le 2e centre mondial d'Atos sur l'intelligence artificielle qui s'installe à Grenoble. Paris est en compétition,
Dublin, Londres et différents endroits. Et c'est Échirolles qui a été choisi dans la banlieue grenobloise. Donc nous avons des vraies forces et en même temps, nous avions une espèce de bashing qui était assez terrible et qui nous collait une espèce de réputation extrêmement négative. Et au bout d'un moment, on en a eu marre, collectivement, en fait, les politiques, le monde économique, les universitaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes à régler, hein, au contraire. On a des niveaux d'insécurité qui sont plus élevés statistiquement qu'à d'autres endroits. Ben voilà, assumons-le et travaillons-le. Mais on ne pouvait plus supporter cette espèce de bashing collectif. On a décidé de reprendre notre réputation en main. Donc, et de communiquer tout simplement sur ce que sont nos réussites, mais aussi nos difficultés. Alors, déjà ça, c'est une grande réussite, parce que ça n'existait pas. De capitaliser à la fois les chambres consulaires, l'ensemble des grands comptes, l'université, le monde politique. On connaissait cette capacité à faire plutôt de côté de la métropole lyonnaise, historiquement, mais nous avions aussi des choses à dire. Puis nous avons un territoire d'une qualité de vie incroyable et on a envie de le partager. Peut-être qu'on ne le faisait pas assez partager. Donc en fait, c'est partager nos réussites et l'exprimer et de montrer qu'on a un territoire finalement où on aime accueillir et que si globalement vous avez envie, vous êtes comment dire, ingénieux, que vous avez envie de créer, que vous avez envie d'innover, eh bien c'est dans ces lieux-là qu'il faut venir, c'est dans cette métropole qu'il faut venir. Donc c'est un appel aussi, bien sûr, à la population à venir s'installer, aux touristes aussi de venir visiter la métropole, aux entreprises de venir s'y installer, mais c'est aussi un élément de grande fierté pour les habitants de cette métropole. Parce qu'on leur expliquait quand même par A plus B, dans certains médias, que c'était la métropole du déclin. Et globalement, encore une fois, nous avons, il y a quelques jours, une future potentielle licorne qui va venir s'installer ici dans ce territoire. Si véritablement nous étions un territoire en déclin, ça se saurait. Alors en fait, nous avons envie de partager ça et tout simplement de le montrer. Alors les résultats, c'est compliqué, c'est tout récent, hein, on a fait ça extrêmement rapidement, cette question-là. Et ça s'est traduit par une marque de territoire, hein, c'est ça? Oui, exactement. C'est une marque de territoire, c'est Get Ahead, qui se décline à la fois dans nos liens à la montagne qui sont très forts, dans notre fierté d'habiter là où on est, la fierté tout simplement aussi de créer, d'imaginer, d'innover dans ces interactions courtes. C'est quand même ça qui est quand même très particulier dans cette métropole. Moi, je m'en émerveille tous les jours de voir la capacité que peuvent avoir des startups, des grands groupes à s'hybrider facilement. On est vraiment dans la facilitation et la facilité à fabriquer des nouvelles choses. Et c'est ça notre marque, véritablement. Et elle date de quand exactement Bah, écoutez, c'est l'an dernier quasiment que on l'a fait atterrir. Donc, vous voyez, c'est tout récent. Et donc, en termes de, je ne sais pas, d'attractivité, vous avez des chiffres qui pourraient attester de ce rebond, enfin, de cette dynamique en termes Oui. Je suis un scientifique et plutôt un expérimentateur. Donc, par essence, pour pouvoir tirer des tendances, il faut avoir quand même quelques années de recul. Ouais. Donc, on pourrait très bien, entre deux points, situé entre 2 années, dire des choses. Mais le scientifique que je suis est toujours un peu prudent là-dessus. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a un territoire propice à l'éclosion d'un certain nombre de startups sur les sujets de transition, très fortement. Et on est aussi un territoire où la dominante industrielle est vraiment en train de se réinstaller fortement. Et ça, je dirais, dans la dynamique Covid, c'est quand même un petit sujet quand même. Relocaliser, etc., etc. Donc voilà, je pourrais vous dire que oui, on a des éléments intéressants, des premiers chiffres. On peut connaître le nom de la licorne, par exemple? C'est Aledia. Aledia. Oui. Aledia, pardon. Aledia, excusez-moi. Aledia. Qui fait des écrans LED, voilà, et ça, c'est quelque chose qui est né du CEA, là aussi, qui est un vrai bouillon, un vrai bouillon d'innovation. Et qui, là, nous sommes sur de la production, donc l'installation d'usines de production. Et donc, pour finir sur cet aspect, la métropole a de la place pour accueillir des industries. Il y a de la place encore dans la métropole grenobloise
à une époque, on se disait que bon, il y avait plus de place. Quand je suis arrivé, quand j'ai été élu président, il restait 4 hectares disponibles. 4. Autant vous dire que vous faites rien avec 4 hectares. Comme le nerf de la guerre en stratégie politique, c'est pour moi pas tant l'argent d'ailleurs, c'est vraiment le foncier. Le foncier, c'est la clé de tout. Nous sommes aujourd'hui à plus de 70-80 hectares disponibles en l'espace d'un mandat. On a une vraie stratégie foncière désormais. On a sanctuarisé le foncier économique, sanctuarisé le foncier agricole dans le cadre de la résilience alimentaire. Mais évidemment, nous avons de quoi installer. Et puis, nous allons densifier nos zones économiques. Comment vous allez densifier? Parce que on considère qu'il s'agit de reconstruire la ville sur la ville. Et la composante économique est aussi un élément de densification. C'est-à-dire, autant on est capable de reconstruire des logements plus denses à certains endroits dans la ville, je crois qu'il faut imaginer demain des zones économiques qui ne se font pas simplement avec uniquement un rez-de-chaussée et un premier étage, mais de façon beaucoup plus dense. Et aujourd'hui, nous y sommes prêts. Les immeubles, par exemple, c'est ça? Absolument. Bientôt des gratte-ciels. On n'a pas le choix dans la métropole grenobloise. On est coincé entre les montagnes et les montagnes ne risquent pas de bouger de sitôt. Donc, de toute façon, il va falloir trouver des solutions plus intelligentes avant d'imaginer qu'elles puissent bouger elles-mêmes. Donc, des immeubles de grande hauteur, par exemple. Ça peut être cela. Alors après, en plus, ça correspond aussi à des vraies capacités à gérer le risque inondation. Monter en hauteur, c'est parfois utile dans des zones qui peuvent être potentiellement inondables, mais dont l'aléa n'est pas très fort, par exemple, et sur lequel on peut bâtir tout simplement, on peut construire, développer de l'activité sans pour autant mettre ces activités en vrai risque par rapport au sujet d'inondation. Alors, dernière partie de notre entretien, la crise sanitaire, d'abord peut-être un mot sur la gestion de la crise par la métropole, comment ça s'est passé? Quelles ont été les initiatives que vous avez prises les plus remarquables? On a agi dans plusieurs sens. D'abord, on a travaillé beaucoup sur la question du soutien aux acteurs économiques touchés par la crise. On a pris des mesures conservatoires immédiatement après le 16 mars et on a développé des mécanismes d'aide en lien avec la région, en lien avec l'État, essentiellement en direction des très petites entreprises, PME, commerces, qui vont être les plus touchés par les impacts de la crise. Donc, à la fois des soutiens financiers qu'on a mesurés, tout simplement pour bien s'articuler avec ce que faisait la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce que faisait l'État. On n'a pas fait de grandes déclarations, on a d'abord regardé quelle était la meilleure façon de soutenir. On a fait des choses aussi très simples, développer des kits à l'usage des commerçants, des restaurateurs, de façon à ce qu'on les aide dans ces premiers pas de réouverture. Quand vous avez un commerce et qu'on vous explique que demain, les gens ne pourront plus y rentrer comme ils y rentraient avant, il faut les aider. Donc, on a développé des kits pour tout simplement pour les distances à l'intérieur. On a augmenté nos soutiens à l'investissement sur les commerces. Bref, on a développé des stratégies d'aide tous azimuts, mais en tout cas qui sont suffisamment ciblées, rapides. On a des paiements d'aide quasiment entre 1 000 et 2 000 euros en 3 semaines. On aide les acteurs. Donc, c'est pour vous dire que nos systèmes sont rapides. Et puis, on a travaillé aussi sur des sujets, la question des masques, où la métropole a été animatrice d'un réseau des communes en lien avec les maires, parce que ça a été, on l'a dit, le président de la République l'a dit souvent, c'est une affaire entre les maires et les préfets. Ça a été quand même un peu plus compliqué que ça, puisque les régions se sont quand même aussi beaucoup mobilisées. On a eu des masques provenant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a aussi, nous, fait des commandes locales avec des acteurs locaux pour permettre à ce que quasiment 400 000 habitants de la métropole puissent avoir des masques. Et aujourd'hui, tout a été distribué d'ailleurs, mais on les a fait travailler par des entreprises qui sont locales, qui sont très proches de Grenoble et pas commandées ailleurs. Donc, on a été animateur d'une stratégie, permettre de grouper les commandes et tout simplement d'informer aussi sur la question des déchetteries, de gérer les services publics métropolitains qui ont été très utiles. La collecte, le traitement des déchets a toujours fonctionné. Donc, l'alimentation en eau potable, on a l'impression que tout ça est très simple.
Mais c'est finalement pas si simple. En fait, si ça ne marchait pas, c'est là où on verrait l'importance de ces services publics-là. Et on a eu des agents absolument remarquables qui se sont mobilisés dans cette période-là. Et en fait, tout a très bien fonctionné. En tout cas, nos services publics ont très bien fonctionné, ont été plutôt remarqués par les habitants. Alors, au-delà de cette gestion de l'urgence, quelle leçon vous tirez de tout ça et quelle influence ça peut avoir sur la stratégie de positionnement de votre métropole? Est-ce que c'est plutôt en renforcement ou il y a des évolutions que vous envisagez? Je pense notamment au développement du télétravail, par exemple. Est-ce que c'est un sujet que vous traitez aujourd'hui particulièrement après cette crise? En fait, cette crise, elle nous montre d'abord notre extrême fragilité sur un certain nombre de sujets. Et c'est quelque chose dont je suis convaincu, nous n'avions pas, les politiques nous-mêmes d'ailleurs, conscience, véritablement. Donc c'est une prise de conscience de nos fragilités. Et ce qui était attendu par nos concitoyens, et ce qui a été développé très rapidement. La question alimentaire, locale, le sujet du lien entre les producteurs et les consommateurs, où là, on a un bond qui a été fait, qui est, à mon avis, irréversible. Et parce que les gens ont eu de la sécurité grâce à leurs producteurs locaux. Ils savent que les producteurs locaux leur ont permis de manger, leur ont permis d'assurer cela. Le télétravail, on en parlait depuis des années, on faisait des séminaires régulièrement en disant qu'on allait y passer, qu'on allait y venir. Bon, ben là, au moins, ce qui est en toute expérimentation, on a vraiment de quoi tirer les expérimentations de cela. Chaque fois que je passe dans les services métropolitains ou de ma commune, je demande finalement comment a été vécu par les agents. C'est assez variable, mais de façon assez générale, c'est plutôt très positif. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience qu'il y a un certain nombre de choses que finalement on fait mieux chez soi, si on est bien outillé, si on a des modes de garde adaptés pour nos enfants, parce que si vous avez les enfants à la maison, vous vous occupez des enfants, vous ne pouvez pas faire autre chose, les choses sont claires, et que du coup, manquait malgré tout ce qui était cohésion nécessaire aux équipes de se retrouver. Donc là, le vrai sujet va être sans doute d'imaginer que peut-être très vite, nous allons passer un jour de télétravail, peut-être 2, à certains endroits, mais il va falloir laisser s'exprimer les équipes aussi dans leur capacité à s'organiser. Et je trouve ça remarquable parce que là, on va aller vers des changements d'organisation du travail qui vont avoir des conséquences majeures sur la société. Quand on imagine qu'au lieu de travailler 4 à 5 jours par semaine directement sur son lieu de travail, mais plus que 2 ou 3, vous imaginez les transports, l'utilisation de la voiture en moins sur les routes, l'impact économique sur le foyer, donc résorption d'une partie des bouchons, ça va avoir des conséquences assez majeures en termes d'organisation de la ville. Hein. Et ça, c'est plutôt positif. Donc je pense qu'il faut vraiment que toutes les collectivités prennent le temps d'en faire vraiment la synthèse en tout cas de marquer là aussi des choses qui seront irréversibles en termes d'organisation du travail demain. Vous travaillez à la synthèse aujourd'hui, c'est ça? Vous travaillez? Oui, absolument, absolument. Sur Grenoble pour innover à nouveau. Hein. Bien sûr, mais je suis sûr qu'on ne sera pas les seuls là-dessus, parce que en fait, vous savez, c'était un peu la même question. Oh là, oui, il faut qu'on y aille vers le télétravail, mais en fait, c'était toujours cette espèce de tarte à la crème, ce serpent de mer dont on parlait. On disait oui, ça risque d'être formidable, mais ça, bon, vous voyez, en fait, après, on se retrouve avec des choses complètement folles quand même. La couverture numérique territoriale est quand même un grand sujet. Et là, on la reprend en pleine figure quand on s'aperçoit que nos outils ne sont pas dimensionnés, nos propres outils ne sont pas dimensionnés que la question de la fibre et son installation, on est encore très loin sur certains sujets. Donc là, il y a besoin d'accélérer aussi des déploiements si on veut véritablement être utile. Mais la crise nous a montré qu'en tout cas, sur les questions de transition écologique, sur les modes doux, sur le report modal, on était là-dedans déjà, nous. Depuis 6 ans, on a martelé de façon forte une exigence politique sur ces sujets et la crise du Covid nous a montré qu'il fallait désormais les accélérer. On les a,
il faudra passer à une vitesse supérieure demain. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de notre entretien. On aurait pu poursuivre encore de longues minutes, tant ces sujets sont passionnants. Et encore une fois, on compte sur cette métropole pour montrer la voie, pour continuer à innover. Et on aura plaisir à revenir vers vous en quelques mois pour voir comment cette nouvelle étape se met en place. Merci Christophe Ferrari, à bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.